Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une famille de 6 personnes anéanties, c'est un fait divers, certes, mais par ces circonstances, il peut donner à réflexion. Les faits, hier soir. Les policiers découvrent dans un pavillon du 18e arrondissement à Paris les corps de 6 personnes, tuées chacune par une balle de carabine. Sur la table de la salle de séjour, une lettre. Henri Walburg, 51 ans, ingénieur conseil, y explique qu'il s'apprête à tuer les siens et à se tuer lui-même pour ne pas avoir à comparaître en justice sous l'inculpation de fraude fiscale. Les siens, c'est-à-dire sa femme, ses 2 fils, Gilles, 24 ans, et Didier, 15 ans, sa mère, 74 ans, et sa tante, 72 ans. Le drame a eu lieu dimanche matin, juste après le retour des sports d'hiver des 2 garçons. Les voisins se souviennent en effet avoir entendu vers 8h30 dimanche des détonations, mais sur le moment, il n'y avait pas porté attention. Première question, comment un tel massacre a pu se produire sans qu'au moins un membre de la famille ait cherché à s'enfuir et à appeler au secours? Nous avons décidé en commun de quitter cette société, déclare Henri Walburg, le meurtrier, dans une autre lettre adressée à un ami. Il s'agirait alors d'une sorte de suicide collectif. Si c'est vrai, quelle domination, quelle tyrannie devait exercer ce père sur sa famille pour que 2 jeunes gens, ayant la vie devant eux, acceptent ainsi d'être abattus. Deuxième question, pourquoi ce geste de folie et cette psychose meurtrière? La situation matérielle d'Henri Walburg, c'est vrai, se dégradait année après année. Depuis quelque temps, ses activités étaient à la limite de la légalité. Alors, est-ce une victime de la société, comme certains voudraient le faire croire? C'est peut-être vite dit. Des milliers de gens ont à faire face à de graves difficultés et ils n'en massacrent pas pour autant leur famille. Dieu merci. 103 délégations étrangères au 25e congrès du Parti communiste soviétique, dont les travaux ont commencé ce matin à Moscou. Un absent de marque, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, aura ainsi évité d'entendre les propos désagréables prononcés par M. Brejnev à l'égard des partis frères qui font des concessions à l'opportunisme. L'évolution des partis communistes ne saurait s'accompagner de compromis avec les principes du marxisme-léninisme, proclame M. Brejnev. Propos qui visent, à l'évidence, le Parti communiste français qui a décidé récemment d'abandonner la notion de dictature du prolétariat, l'un des principes du marxisme-léninisme. Cette divergence de vues ne constitue cependant pas, il s'en faut, l'essentiel du très long rapport du secrétaire général du Parti communiste soviétique, dont la lecture a duré plusieurs heures. Un 25e congrès où les maîtres mots semblent être désarmement et coopération entre pays socialistes et capitalistes. Des mots qui ont fait mouche et qui ont été, selon la coutume, chaleureusement applaudis par les 5000 délégués des différentes républiques et les délégations étrangères. Conduites par exemple par M. Ledouane pour le Vietnam, Honecker pour l'Allemagne de l'Est, Berlinguer pour l'Italie, Glissonnier pour la France et Fidel Castro pour Cuba. Fidel Castro, dont c'est la première participation à un congrès du Parti soviétique. Léonid Brejnev a tenu la tribune pendant plus de 5 heures, avec 2 courtes interruptions, s'en tenant, selon les observateurs patentés, au programme de 1971 du 24e congrès, ni surprise ni déviation par rapport à la politique affirmée par Moscou depuis 5 ans. Pas d'allusion directe à l'absence de Georges Marchais, mais un avertissement qui ne surprendra pas à Paris. S'il n'est pas question de transiger sur les questions de principe, d'admettre des conceptions et des actions qui soient en contradiction avec l'idéologie communiste, il est exclu que tout cela se passe, a dit Léonid Brejnev. On attend maintenant la réaction des dirigeants communistes restés à Paris.
Antenne 2 avait décidé d'envoyer une équipe de reportage à Moscou à l'occasion du 25e congrès du Parti communiste soviétique. C'est Georges Bortoli, l'un des meilleurs spécialistes français des affaires soviétiques, qui devait couvrir pour nous l'événement. Les autorités du Kremlin ont refusé d'accorder un visa à Georges Bortoli sous le prétexte qu'il avait participé à nos émissions sur messieurs Sakharov et Pliouch, deux contestataires des méthodes répressives encore en usage en Union soviétique. L'URSS a besoin d'une démocratie élargie, peut-on lire ce matin dans l'Humanité. S'agissant de la liberté de la presse, on ne saurait mieux dire. Nouveau coup de barre dans la conduite des affaires en Chine. Mao Tse-tung lance lui-même une campagne contre le révisionnisme, une sorte de nouvelle édition de la révolution culturelle. Pour le moment, on n'en est encore qu'aux directives pour redresser la situation, voire aux condamnations des responsables qui, au sein du parti, sont engagés dans la voie capitaliste et refusent de corriger leurs fautes. C'est bien sûr une citation. Il y a, paraît-il, parmi ces déviationnistes, des personnalités de premier plan. Attendons le développement de cette nouvelle campagne qui, pour le moment, semble n'avoir qu'un aspect verbal. Ce qu'il faut noter, c'est qu'officiellement, Mao Tse-tung reste le guide. Et si ces nouvelles directives sont bien de lui, c'est que sa pensée reste ferme, malgré un délabrement physique évident que font apparaître ces images de sa rencontre avec Nixon. Nullement gêné par la tempête idéologique qui déferle sur la Chine, Richard Nixon a donc rencontré le grand timonier. Et il a marqué un nouveau point, l'audience a été aussi longue, dit-on, que pour Gerald Ford en décembre dernier. Encore un de ces gestes d'amitié que les dirigeants chinois multiplient envers M. Nixon. D'ailleurs, l'ancien président américain semble chaque jour plus rayonnant et assuré depuis son arrivée à Pékin. Il a même eu droit à un bain de foule, c'était une première dans la capitale chinoise. Les caméras ont négligé l'événement pour suivre M. Nixon dans une visite d'exposition agricole. Décidément, ce voyage privé prend de plus en plus l'allure d'une visite officielle. Le journal New York Times accuse ouvertement M. Nixon de se prêter à une véritable imposture en jouant abusivement au chef d'État. Le procès des présumés responsables de la catastrophe de Vierzy est maintenant bien engagé. Le tribunal correctionnel de Soissons doit déterminer les degrés de responsabilité et prononcer des peines en rapport. Paul Lefebvre, vous avez suivi hier et aujourd'hui le déroulement de ce procès où les familles des victimes sont parties civiles. Quelles sont vos premières impressions? Mais d'ailleurs, d'abord on va mettre une semaine au moins pour savoir finalement pourquoi le tunnel s'est effondré. À la limite, et nous y reviendrons, il y a presque une hypothèse par expert. Et c'est presque normal, car ce début de procès a au moins révélé une chose, c'est que personne ne sait exactement comment vit un tunnel. La science est loin d'avoir percé tous les secrets de la nature et les éléments qu'elle y ajoute. C'est peut-être cet inconnu d'ailleurs qui rend les inculpés si sûrs d'eux, j'allais dire si tranquilles. Durant les audiences, j'avais de temps en temps un sursaut. J'oubliais, même moi le profane, les 108 morts et les 120 blessés. C'est si passionnant ces discussions techniques sur la brique de 4 et les projections de mortier. Les inculpés sont autant d'experts et les experts sont parfois accusés de s'être trompés eux aussi. Et puis de toute façon, les inculpés savent que leurs condamnations sont déjà couvertes par l'amnistie. Non seulement ils n'ont pas l'impression d'avoir du sang sur les mains, mais encore ils savent que rien ne sera inscrit sur le casier judiciaire. La justice est là vraiment très en retard. Il reste en somme à partager sur le papier les responsabilités pour pouvoir ensuite calculer les indemnités que la SNCF et la société sous-traitante ont déjà commencé à payer. Alors, on a l'impression que les magistrats rendent la justice dans le vide. Une impression terne, morne, qui laisse un goût étrange dans la bouche. Au fond, et je le dis sans vouloir faire d'effet, ce total de morts et de blessés de juin 72 est aujourd'hui le prix qu'il a fallu payer pour trouver et surtout mettre en place de nouvelles techniques pour entretenir d'autres tunnels. C'est cher payé. Mouvement de grève aujourd'hui dans un secteur industriel menacé par la crise, celui des textiles artificiels. Mouvement de grève sensible, particulièrement dans les usines du groupe Rhône-Poulenc, où l'on fabrique du nylon et de la rayonne et où sont employées quelques 15 000 personnes. C'est avant tout la menace sur l'emploi qui a motivé ce mouvement de grève, menace particulièrement sensible à Vaux-en-Velin, près de Lyon, où le tiers du personnel risque de perdre son emploi. Rhône-Poulenc Textile compte 19 000 salariés. Usines dans toute la France. Celle de Vaux-en-Velin, près de Lyon, en grève aujourd'hui comme les autres, tourne avec 1000 ouvriers actuellement. Ils étaient 1475, 400 ont déjà été touchés par la récession.
Et ce n'est pas fini, car la direction a décidé d'arrêter toute une partie de la fabrication. L'usine de Vaux-en-Velin fabrique deux sortes de fils. Un, le fil industriel en nylon, fabriqué avec du plastique, transformé en cordage, en courroie, en pneumatique. Peu de main-d'œuvre. Deux, le fil de rayon industriel, fabriqué à partir du bois, transformé également en pneus. C'est cette activité qui est abandonnée. La concurrence, allemande par exemple, est beaucoup trop sévère. Le marché de la rayon industrielle est un marché à terme condamné. Et dans nos conditions de procédé d'approvisionnement, il n'était pas possible, nous était pas possible de rester le dernier sur ce marché. Il s'agit donc d'une décision stratégique que la crise économique nous a conduit à accélérer. La décision stratégique, annoncée en 1975, a été accueillie par les syndicats par une série d'actions. Occupation de l'aéroport de Lyon, occupation de la gare de Perrache, grève d'alerte pour sensibiliser l'opinion publique. En fait, la cause est bien entendue. Pour Rhône-Poulenc, le fil de nylon est bien plus rentable que le fil de rayon. On fermera les ateliers et il y aura suppression d'emplois. Le point important, je crois que c'est ce qu'il faudrait démystifier, les déclarations de Rhône-Poulenc disant que les gens à Rhône-Poulenc n'ont pas de problème d'emploi puisque lorsqu'une usine ferme, Rhône-Poulenc les reclasse. Ceci, c'est absolument faux. C'est absolument faux en ce sens qu'à Vaux-en-Velin, on a 400 personnes environ qui sont parties aujourd'hui depuis l'annonce de fermeture. Et sur ces 400 personnes, il y en a simplement 57 qui ont été reclassées par Rhône-Poulenc. Alors ça, c'est important à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'autre part, il y a des départs en retraite et en pré-retraite, mais également des départs volontaires qui sont, eux, très importants en nombre. Et ces départs volontaires sont poussés par le fait que le Rhône-Poulenc donne une prime relativement importante aux départs volontaires. Pour nous, il semble que Rhône-Poulenc peut régler son problème, à savoir qu'il pourra classer une partie du personnel du textile s'il a décidé de se libérer du textile, mais par contre, on refusera catégoriquement des mutations à 800 ou 600 km comme il les propose à les travailleurs de Vaux-en-Velin, parce que nous considérons ça comme, entre guillemets, de la déportation. Si la reconversion est difficile, que vont devenir les 400 salariés menacés ici à Vaux-en-Velin? Et ceux des 16 autres usines de Rhône-Poulenc Textile, et les salariés des petites entreprises de sous-traitance brusquement sans travail. Par un phénomène de boule de neige, Rhône-Poulenc risque de faire payer à plusieurs milliers de salariés les pots cassés de sa politique globale dans le textile. La grève aujourd'hui à Vaux-en-Velin a quelque chose de résigné. Le comité central d'entreprise de Rhône-Poulenc doit se réunir dans 2 jours à Paris et proposer peut-être une solution. Monsieur Giscard d'Estaing a déclaré cet après-midi « Le revenu agricole ne régressera pas en 76 ». En attendant, les agriculteurs manifestaient gentiment. Ils offraient leurs produits aux abords des gares parisiennes. Une façon de sensibiliser l'opinion publique sur la dégradation de leur pouvoir d'achat. Un sérum qui tue. Une deuxième personne opérée dans une clinique d'Épinal est décédée aujourd'hui après l'injection d'un sérum non stérile. Une enquête est en cours, il n'est pas encore possible de dire si l'injection de ce sérum est l'unique cause de ces décès. Pas de concorde à New York, c'est ce qu'a décidé le Parlement de cette ville. Nous allons attaquer en justice cette décision, riposte M. Cavaillé, notre secrétaire d'État au transport. Nous, c'est-à-dire les compagnies Air France et British Airways. Un atterrissage difficile pour notre avion supersonique. États-Unis, la course à la Maison-Blanche est ouverte. Premier test de la campagne électorale, les primaires du New Hampshire. Face à face chez les Républicains, Gerald Ford et Ronald Reagan. Résultat du premier bureau de vote, 11 voix pour Ford, 4 pour Reagan. Neil Tillotson, the town moderator who just happens to own the hotel where most of the voters work, says the tally isn't necessarily a preview of the New Hampshire outcome. Il va peut-être falloir, une fois de plus, réviser nos connaissances géographiques concernant la France. Dans quelques mois, notre pays comptera peut-être plus de 100 départements. La création de départements nouveaux serait la conséquence de la refonte profonde du statut des territoires d'outre-mer. Mayotte, par exemple, veut rester française et il faudra lui donner un statut. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il va être proposé le statut de département, l'archipel étant encore aujourd'hui un simple territoire d'outre-mer. Saint-Pierre-et-Miquelon, terre française, à quelques 1000 marins du Canada, c'est sans doute l'un des territoires les moins connus des Français. Et c'est pourtant celui où, à voir les gens et à les entendre parler, l'impression d'avoir affaire à des Français de souche est la plus forte. Glacé des pieds jusqu'à la tête, archi vanté,
et enneigé. Quand ce n'est pas totalement noyé dans le brouillard, tout cela en moins de 24 heures, c'est l'un des charmes de l'archipel Saint-Pierre-et-Miquelon, 2 îles et une dizaine d'îlots. C'est le seul territoire d'outre-mer, malgré une monnaie longtemps trompeuse, entièrement peuplé de Français de souche. Bon, alors ensuite, c'est le mot bonhomme. C'est composé du mot bon homme. Bon homme. Et il faut faire bien attention, naturellement, qu'il faut joindre le bon et le homme. Première surprise, 6000 habitants au total, dont les 3/4 en moins de 20 ans. Tout ici, les noms des rues, la forme des maisons, les expressions employées, rappellent l'origine bretonne, normande et surtout basque des Saint-Pierrais et des Miquelonais. Attachés par toutes les fibres du cœur à leur pays d'origine, les habitants préfèrent les nouvelles, même tardives, de Paris à celles du Canada, pourtant beaucoup plus proches. Autre signe plus récent d'un attachement sentimental profond à leur histoire, le pavillon de la France libre claque encore sous le drapeau tricolore. Oh, je suis né à Saint-Pierre, mes parents sont nés à Saint-Pierre et mes grands-parents sont nés à Saint-Pierre, donc je suis Saint-Pierre, totalement Saint-Pierre. Et de quelle origine Mon nom l'indique que je suis basque. C'est traditionnel, les parents étaient pêcheurs, les enfants pêcheurs. Vous arrivez à gagner votre vie toute l'année? Non, de moins en moins bien, il faut bien l'admettre. En plus, ce n'est pas toute l'année. La pêche, en principe, ne commence qu'au mois d'avril, enfin, plus maintenant non plus, mais au mois d'avril et finit au mois de novembre. Et alors, entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là qu'est le problème, il faut trouver du travail à terre, et c'est pas toujours facile. L'activité du port n'est plus aussi brillante qu'autrefois et la crise mondiale de la pêche a ici aussi des répercussions dramatiques. L'usine de congélation de la morue n'occupe qu'une centaine de personnes. Toute la production est absorbée par les Américains. Le poisson, toujours bien préparé, est l'une des rares denrées bon marché. Saint-Pierre est d'autre part un relais inattendu pour l'exportation des reproducteurs normands et charolais vers le Canada. Les animaux sont testés ici avant leur transfert. C'est une source de profit importante pour les Iliens. Mais cette viande, les habitants n'en connaissent absolument plus le goût. Certains produits viennent du Canada, d'autres de France. Tout dépend des moyens de transport qu'il y a. Quand le bateau arrive, nous avons les fruits et les légumes de France. Et autrement, nous approvisionnons avec le Canada. Puisque là, il y a quand même une liaison toutes les semaines qui nous apporte et la viande, et les légumes, et les fruits, enfin toutes les denrées alimentaires. Le Canada, c'est tout près, 28 km, mais il faut encore y aller et c'est difficile avec une piste d'atterrissage trop petite, une visibilité souvent nulle, des rafales de plus de 100 km/h et seulement un vieux cargo dont le trafic à courte distance explique en partie tout au moins la fantaisie débridée des prix. Les voisins canadiens ne s'en laissent pas moins tenter par certains produits bien français, d'ailleurs détaxés. Et en gens avisés, les Saint-Pierrais voudraient bien être équipés pour devenir la vitrine avancée de la France en Amérique du Nord. Déjà, ils enseignent la langue française aux étudiants canadiens, façon habile de contribuer à la fois au développement du commerce et des bonnes relations entre proches. Ma mère est française. Ah, Saint-Pierre. Mais elle vous parlait français? Non, je ne parle pas français à la maison. Jamais? Jamais, non. Donc vous êtes allé quand même assez vite? Un peu. Un Pas peu? beaucoup. Pas beaucoup. Cette quiétude apparente d'une population très accrochée à son rocher cache une certaine angoisse à l'heure où le gouvernement lui propose d'abandonner son statut de territoire d'outre-mer pour devenir le 100e département français. Lui viendrait-il pour autant l'idée d'être autonome? Être indépendant, certainement pas. Être rattaché à un pays voisin, encore moins. Alors je pense que, justement, la départementalisation permettra de l'ancrage définitif de cette population à la mère patrie. Le Conseil général lui-même s'interroge. Jusqu'ici, il fixait le barème des impôts, le taux des allocations de sécurité sociale et décidait dans beaucoup d'autres matières. Il risque de perdre une bonne partie de ses pouvoirs. Alors, il pèse le pour et le contre. On nous a fait pas mal de promesses, mais je voudrais bien avoir des garanties écrites concernant, et notamment, c'est ce qui me préoccupe le plus, les investissements que nous pouvons espérer dans le cadre départemental. C'est-à-dire les crédits pour les routes, les pistes d'avion... Exactement, on nous a dit que les ministères techniques interviendraient directement ici, mais je doute que, malgré tout, nous passions au premier plan de leurs préoccupations. C'est ce qui m'inquiète un peu. L'économie de l'île lui permettrait-elle de se suffire à elle-même? Certainement pas. Il faut bien dire que si nous ne sommes pas
sous-développé, enfin je le pense, intellectuellement, ni socialement. Nous le sommes, par contre, économiquement. Le budget local est alimenté à 40% par une subvention globale d'équilibre, sans compter l'intervention des ministères techniques, déjà, comme la santé publique, l'éducation nationale. C'est-à-dire, vous voulez dire que la métropole vous donne 40% de votre budget? C'est exact. Bien que tourné géographiquement vers le Canada, vous paraît-il envisageable de devenir Canadien? Absolument pas. Sentimentalement, c'est absolument aberrant. Mais en outre, économiquement, c'est impensable aussi. Nous serions un caillou de plus sur la côte de Terre-Neuve pour le Canada. Nous n'avons d'intérêt pour eux que négatif. Ils voudraient bien nous rayer de la carte, parce que nous sommes implantés en plein milieu de leurs eaux territoriales. Mais sitôt que nous serions devenus Canadiens, la population, à mon humble avis, connaîtrait le sort de celle des îles Brunettes, par exemple. Nous nous retrouverions rapidement en Nouvelle-Écosse. Historiquement, il n'est pas douteux que l'archipel Saint-Pierre et Miquelon, malgré les 5000 km d'océan qui le séparent de nous, est aussi français que n'importe quel département de l'Hexagone. Économiquement et dans un premier temps, il sera une charge supplémentaire pour le budget. Mais peut-on dire que certains départements français, des Alpes ou des Pyrénées, ne se trouvent pas actuellement dans le même cas? Peut-on en conscience refuser aux Saint-Pierrais, s'ils le souhaitent, d'être français à part entière? Eh bien, une dépêche qui vient de nous parvenir, alerte générale au magasin de la Samaritaine, rue de Rivoli à Paris, des émanations de gaz, suppose-t-on, ont déjà intoxiqué plusieurs personnes, l'une d'entre elles a succombé. Un service d'ordre a pris place, tandis qu'actuellement, les ambulances et des renforts de pompiers arrivent sur les lieux pour tenter de sauver, si besoin est, d'autres personnes. Le temps aujourd'hui a été plutôt printanier, puisqu'on a constaté 15 degrés à Dinard, 17 degrés à Perpignan. Les hautes pressions axées de l'Atlantique à la Russie vont protéger la France du mauvais temps océanique, tant mieux. Demain, il fera donc beau et doux des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes. Sur les autres régions, après quelques gelées et de nombreux brouillards matinaux, parfois longs à se dissiper, surtout dans les vallées du Massif central et du Jura, le temps sera ensoleillé et très doux. C'est à 23h15 que ce soir, Maurice Werther nous présentera la dernière édition de notre journal, après donc les dossiers de l'écran. Nous vous souhaitons à tous ici une bonne soirée. À demain.